Il y a beaucoup de monde là, c'est bien. Donc ouais, plus sérieusement, donc, je vais vous parler d'Azure RMS. On va faire une découverte ensemble. On va voir un petit peu en quoi consiste ce joli produit, j'aime beaucoup. Pour l'avoir implémenté donc, en production, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. C'est pas quelque chose que je vous vends et qui n'est pas impossible donc, à mettre en production. Donc on va voir en fait donc l'Azure RMS, ses prérequis, comment il se comporte en fait au sein d'un système d'information, etc. Alors pour me présenter tout simplement, donc, moi, je suis Falata Gourout, je suis MVP, donc Microsoft MVP sur la partie Cloud Data Center Management. Donc en gros en fait je couvre un peu toutes les parties, tout ce qui est Windows Server, tout ce qui est stockage, virtualisation et de l'Azure également. Et donc je suis consultant architecte chez Capgemini, Sogeti, et puis je travaille en fait sur différentes thématiques, donc tout ce qui est migration, design, troubleshooting, au niveau des infra Microsoft, VMware, Citrix et Cisco. Je fais pas que du Microsoft. Je fais aussi beaucoup de VMware. Pas Linux quand même. Non, par contre Linux, non, je passe pas, non, pas Linux, mais en tout cas VMware beaucoup. Et je suis également formateur, donc du coup, sur les technologies Microsoft et virtualisation. Donc vous pouvez me joindre sur mon mail. Vous avez également mon blog où je poste très régulièrement, donc des nouveautés, des machins. Et puis vous avez mon profil LinkedIn si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors au niveau de l'agenda, comme je vous le disais, on va voir un peu l'Azure Web Management. Donc en fait, on va voir une petite introduction, on va voir l'approche de Microsoft en fait, qui a voulu pousser en fait, ce produit-là, notamment avec Azure. On va voir donc la présentation de ce produit, et surtout on va voir la différence entre ADRMS et Azure RMS. Vous allez voir qu'il y a des subtilités qui sont sympas. On va voir un peu le fonctionnement, les templates, etc. Après, on va voir les prérequis pour pouvoir mettre en place Azure RMS en production. Donc là, c'est quelque chose de concret que je vous propose, et pas du lab et non du POC, c'est vraiment quelque chose de concret. Et on verra donc après la partie mise en œuvre et quelques petites astuces au niveau de la gestion et troubleshooting de votre infra Azure RMS. Alors en fait, selon une étude, ça donc c'est des chiffres qui viennent de Microsoft, hein, je ne sais pas inventer, c'est qu'en fait plus de 87% donc forcément des documents personnels se retrouvent, enfin des documents d'entreprise, documents d'architecture par exemple, des DAT, etc., se retrouvent en fait sur des OneDrive personnels, des G-Drive, etc. Enfin, moi perso, je l'ai déjà fait, c'est malheureux, mais... Et en fait, il se retrouve aussi que plus de 58% des éléments envoyés au sein d'une entreprise, donc des études envoyées, sont en fait arrivent de manière accidentelle à des gens qui ne sont pas... C'est des chiffres récents. Oui. Ouais, récent parce que justement, en fait 58%, donc en fait il y a des gens qui reçoivent des trucs qui normalement qui n'étaient pas destinés. Des fois des mails, on forward un mail sans faire exprès. Enfin, je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé très souvent. En fait, quelqu'un va répondre, en fait, il va faire répondre à tous, et du coup, je vais recevoir le mail qui ne m'était pas destiné, et je découvre des choses un peu, voilà. Donc, en gros, voilà, donc c'est quand même des chiffres qui sont très récents, hein, comme je te le disais, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Et donc, l'approche de Microsoft, donc du coup, en fait, avec RMS et Azure RMS, c'est protéger la donnée au sein de l'entreprise comme à l'extérieur, parce que forcément, vous savez que votre entité va aussi échanger avec d'autres acteurs à l'extérieur, donc forcément, il y a aussi de la sécurité qui est en place. Vous avez également le business to business, c'est-à-dire en fait, c'est que si vous avez des clients, par exemple, enfin, deux entités qui ont en fait du full RMS de part et d'autre, en fait, ça va faciliter justement les échanges. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Et donc forcément, vous avez également la plus importante des choses, c'est le contrôle d'accès. C'est-à-dire que quand par exemple vous allez envoyer un document à l'extérieur, par exemple à votre partenaire ou j'en sais rien, vous allez pouvoir en fait contrôler qui va avoir accès à ce document. La subtilité elle est là et c'est ça l'important en fait au niveau d'Azure RMS. Donc Azure Web Management commence à, on va dire, l'overview. Donc là c'est un slide qui vient de Microsoft, hein, donc je ne vais pas réinventer la roue. En fait, c'est un service web dans Azure, Cloud Azure. En fait, donc implémenté dans différentes régions dans le monde, hein, dans le data center. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Donc, il va vous proposer de chiffrer donc, vos documents, vos mails. Il va également vous permettre de gérer justement les permissions et les droits au sein de ces chiffrements-là. On le verra après. Il va gérer donc forcément l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir consommer en fait, une donnée sécurisée, forcément, il va falloir être identifié. Donc là, on va le voir avec les différents moyens d'identification, notamment avec Azure AD.
Et vous avez également le contrôle d'accès, comme je le disais tout à l'heure. Le contrôle d'accès peut être le contrôle d'accès au niveau donc permission et restriction, et également au niveau du tracking. C'est-à-dire que vous allez pouvoir traquer votre document, le suivre, et pour voir en fait où est-ce qu'il a été ouvert et consommé par qui. Donc les avantages d'Azure RMS par rapport à ADRMS, justement. Donc pas d'infrastructure complexe, parce que je ne sais pas qui a déjà mis en place de l'ADRMS en on-premises. À peu près, c'est quand même, enfin, chez un gros client en tout cas, là où je suis par exemple, ils ont testé cette solution-là, ADRMS au départ, et surtout en fait c'est quand même assez compliqué. Vous avez quand même des certificats de partout. Il faut quand même avoir une bonne, il faut avoir une bonne connaissance quand même des sujets Microsoft pour pouvoir déployer ce type de produit. Donc forcément, au niveau de l'authentification également, vous allez pouvoir avoir une authentification qui est basée sur le cloud ou avec votre Azure AD, quand il y aura de la fédération d'identité, si vous avez de la DFS également. Vous allez pouvoir donc gérer les appareils mobiles, ça c'est important, donc au niveau des entreprises, notamment avec la stratégie Microsoft qui pousse en fait à aller vers le cloud et surtout donc la mobilité des utilisateurs, des commerciaux, etc. Vous allez pouvoir avoir des modèles par défaut. Donc ça, ce que j'entends par là, c'est que ça c'est quelque chose de très important pour les petites boîtes. Parce qu'en fait les petites boîtes, s'ils ont du RMS, s'ils ont en fait un abonnement, donc RMS for Individuals, ils vont pouvoir donc bénéficier d'RMS sans en fait créer des templates super compliqués, etc. Parce que vous allez avoir 2 templates par défaut, qui sont ce qu'elles sont, mais elles sont suffisantes pour une petite PME pour pouvoir chiffrer des documents et des mails. Après, effectivement, dans une grosse entreprise, dans une grosse entité, vous allez pouvoir donc jouer et sécuriser un peu plus votre infra en créant d'autres templates supplémentaires. Gestion de scope également qui est importante. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par template? En fait, on met quoi comme attribut? En fait, le template, j'en parlerai après. Okay. Mais j'en parlerai après. Au niveau de la gestion de scope, ça c'est super important. C'est parce qu'en fait, si vous avez plusieurs départements au sein d'une entreprise, département marketing, département informatique, etc. Et en fait, quand vous allez créer des templates, justement, j'en parlerai après, en fait, chaque utilisateur verra les templates qui lui sont destinés. Donc le marketing verra que certains templates, l'IT verra que certains templates, etc. Juste pour répondre à ta question, les templates, c'est quoi? En fait, c'est des droits que tu vas définir pour pouvoir en fait lire un document, etc. Par exemple, un template, je vais lui dire Aurélien aura le droit de lire que ce document, que de lecture sur un document. Donc en fait, le template aura que le droit à lecture. Tout simplement. C'est des restrictions. C'est comme un niveau d'autorisation. Exactement, c'est exactement la même chose. Sauf que là, effectivement, on appelle ça Azure RMS Template. Okay. Et puis également, forcément, vous avez, comme je le disais, la partie monitoring, révocation de documents. Par exemple, si vous avez chiffré un document, vous avez envie de le révoquer, vous avez la possibilité également d'enlever le chiffrement, etc. Et vous avez forcément aussi la partie notification qui va vous permettre en fait d'être notifié au moment, par exemple, où votre document a été ouvert par un tierce, par exemple. Et la partie monitoring, c'est Azure RMS ça va être intégré dans OMS sur la partie monitoring ou pas? Non, quand je parle de la partie monitoring, en fait, c'est avec Sherinaps. En fait, Sherinaps, c'est un produit qui est complémentaire à Azure RMS, qui va vous permettre en fait de monitorer le suivi de votre document. Est-ce qu'il est toujours visible? Est-ce que les gens peuvent toujours le lire? Est-ce qu'il n'est pas revoqué? Vous avez différents statuts, tout simplement. Ils ne vont pas remonter dans OMS. Pardon? Ils ne vont pas remonter dans OMS. Non. Non, c'est les statistiques. Oui, bien sûr, les statistiques, oui, bien sûr, tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Exactement. Je ne veux pas m'exprimer. Donc, la RMS en quelques mots, donc forcément, ça vous permet de protéger vos mails, vos documents d'entreprise, fichiers, donc PDF, fichiers Word, Excel, etc. Comme je le disais, donc la prise en charge avec Office 365 et surtout les scénarios hybrides. Donc si vous avez un Active Directory local, vous allez pouvoir faire synchroniser votre identité dans Azure, par exemple. Donc, vous allez pouvoir faire des scénarios hybrides. Et parce qu'en fait, également, Office 365, vous avez certains abonnements qui proposent justement cette fonctionnalité-là. En fait, vous l'activez sur Office 365, je vais vous montrer à la démo tout à l'heure. Et une fois que votre Azure est couplé à votre Office 365, vous allez pouvoir faire joujou avec ça. Il faut quoi comme abonnement? C'est dans les slides. Je parlerai après, pas de souci. Et donc le BIOC aussi, ça c'est super important. Donc en fait, parce que vous savez, en fait, c'est un système de clés, donc le chiffrement. Et en fait, dans Azure, vous avez donc Microsoft fournit une clé pour pouvoir donc chiffrer, déchiffrer, etc. Et vous allez pouvoir en fait faire du BIOC, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apporter votre propre clé via un boîtier HSM et puis en fait le mettre en place. Donc ça marche très très bien.
Et le basculement se fait de manière également se fait très très bien. C'est-à-dire que je peux avoir donc une clé chez Microsoft et puis venir le lendemain, tiens j'ai envie de mettre ma propre clé, parce que j'ai pas confiance en Microsoft, etc. Bref, je le fais. Et puis si je dis bah tiens bon bah j'ai envie de revenir chez MS, on peut également faire l'opération inverse. C'est bon, il faut quand même une procédure. Il faut les utilisateurs surtout qui sont habilités à le faire, mais c'est quelque chose qui se fait très bien en fait. Il n'y a pas de problème. Et puis bah forcément, donc il vous permet également d'avoir le guide du traçage, de l'authentification et de la sécurité. Donc voilà. En gros, en bref, Microsoft, qu'est-ce qu'il apporte en fait avec la technologie inverse. Au niveau du fonctionnement, en fait, hein, donc là c'est juste un aparté par rapport à ce que proposait Microsoft. Ce qui est marrant, c'est que là c'est la formule en gros du Coca-Cola. Donc là vous voyez, donc, machin, vous avez les produits. Donc, Azure RMS, donc le moment où ça va être transféré vers un tierce, forcément donc ça va être chiffré. Puis après l'utilisateur en fait quand il va la recevoir, donc avec la bonne clé, etc., il va pouvoir en fait déchiffrer le document, donc après lire en fait la formule de votre message qui a été envoyé. En fait, il faut savoir, c'est important, c'est que le message, forcément en fait, il passe vers le service qui est dans Azure. C'est ça qui est important à voir dans cette slide. Au niveau des chiffrements, parce que ça c'est pareil, quand j'ai déployé la sécurité, la première. Oui. Ouais, j'ai juste une petite question sur le schéma d'abord. Ça veut dire que si tu es offline, tu peux quand même. Oui, tu as quand même accès offline. Tu as quand même accès offline parce qu'en fait, le computer, en fait, il télécharge les clés au sein de son disque dur local et surtout en fait les templates sont également sur le disque local. C'est-à-dire que tu peux même envoyer des mails et après en fait construire des mails chiffrés à partir de ton poste même si tu es offline. Effectivement, ça c'est génial. Okay. Au niveau du chiffrement, donc je disais, c'est que pareil, quand j'ai fait mon projet, la première chose que le Security Office m'a demandé, c'est ça. Sinon, le projet se fait pas. Forcément, il faut être en mesure de répondre. Donc, quand vous avez des projets comme ça, le plus important, c'est toujours de voir un peu, en fait, quels sont les moyens qui sont utilisés par Microsoft. Parce que c'est vrai que bon, on leur fait confiance, mais bon, il faut aussi voir un petit peu, et il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Donc là, en fait, vous avez de la votre AES, vous avez de 128 jusqu'à 256 bits au niveau de la longueur de la clé. Pardon, au niveau de la protection du document. La protection de la clé elle-même, donc le RSA 2048, et au niveau de la signature du certificat, donc vous avez le RSA 256. Donc des technologies assez modernes quand même. Donc là on peut quand même démontrer que Microsoft, au sein de son, on va dire son écosystème, permet en fait d'avoir quand même un socle qui part avec des bases saines au niveau de la sécurité. Donc le fonctionnement d'AMS, comme je disais, donc les templates, je vous les montrerai tout à l'heure en fait. Donc les templates c'est quoi? On va aller, hop, je vais juste faire la démo. Par contre là désolé mais on va pas voir hop, ici. En fait ça se présente comme ça. Vous avez votre Azure Active Directory et quand vous activez Azure RMS, vous avez en fait cette partie là qui s'appelle Right Management. En fait, quand vous y allez, donc là, je vais aller sur mon domaine qui s'appelle VMS Infra, comme ceci. Donc là, vous avez la page en fait qui va vous permettre de gérer vos templates, donc vos RMS templates. Donc je vais cliquer dedans. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, par défaut, quand vous créez donc un tenant, un service en fait Azure RMS, vous avez deux templates qui sont par défaut. En fait, on ne peut pas les enlever, on ne peut rien faire. En fait, ces templates-là, on peut les archiver, mais si vous voulez, ces templates-là, ils sont directement pré-créés pour pouvoir, en fait, comme je vous le disais, donner en fait une utilisation simple à RMS, en fait, sans pouvoir se compliquer la vie, etc. Et il y a beaucoup de PME en fait qui l'utilisent assez étrangement. Et donc après, en fait, vous avez la possibilité de créer des templates. Donc là, par exemple, on va créer un template ensemble. Là, on va voir en fait comment ça se construit. Donc là, je vais choisir mon langage. Donc là, on va prendre français. Je vais l'appeler test. Déjà montré. Test 0. Donc là, la création de template en fait se fait assez simplement. Donc pas grand chose à faire. Donc, une fois que vous avez créé votre template, c'est là où ça va se jouer. Donc vous allez dedans et vous avez deux parties. Vous avez la partie white et la partie scope. La partie white, comme je le disais, c'est les droits que les templates va donner. Donc lecture, écriture, je peux forwarder un mail, etc. On va le voir, regardez. Donc là, par exemple, ici, je vais aller dans white et donc je vais ajouter donc
des utilisateurs ou des groupes. Par contre, le groupe, il faut qu'ils aient une mailbox pour que ça fonctionne. Ça va de soi. Là, par exemple, je vais prendre, mon utilisateur, comme ceci. Et donc là, j'ai le choix. En fait, soit viewer, soit viewer, soit co-auteur, soit co-owner, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais aller dans mon custom ici, et on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a comme droit. Donc là, en fait, vous voyez bien, c'est bon ou pas? On voit pas très bien? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est pas grave, et je vais faire un torticolis pour vous. Vous voyez mieux là? Ah, C'est mieux là? ouais, non, ouais. Pas moi, Ok. je Et donc là, en fait, au niveau des custom rights, en fait, là, vous allez pouvoir donc être granulaire de ce que vous voulez donner. D'accord? Donc, par exemple, si dans un mail, en fait, j'ai envie, par exemple, de ce template-là, en fait, le mec qui va recevoir le mail, donc le destinataire qui va consommer cette information qui va être chiffrée, il va pouvoir donc forcément regarder le contenu, sinon ça n'a pas trop de sens. Il va par exemple faire un reply, par exemple ici. Il pourra faire un reply all, par exemple. Et c'est tout. C'est-à-dire que s'il essaie de faire un forward, par exemple, vers un autre destinataire, il ne pourra pas, par exemple. Admettons. C'est sur un mail où il y aurait le document en pièce jointe. Par exemple, effectivement, parce qu'en fait, tu peux, en fait, par exemple, quand tu envoies un mail mais que le document n'est pas chiffré, en fait, le document va hériter forcément du template du mail, en fait, automatiquement. Et donc, du coup, par exemple, si je dis que mon mail, ça va être un template A, en fait, dans le document, il y aura un template A qui va être chiffré également. Et tu peux imposer aux utilisateurs d'utiliser un template forcément, après ils choisissent. Après, effectivement, dans les transport rules, tu peux par exemple dire à chaque fois que tu envoies un mail, par exemple, bah, ça s'envoie, standard par exemple, ça s'envoie avec un template précis, par exemple. On le verra après. C'est bon, je ne suis pas spécialiste Exchange, mais je sais qu'on peut le faire. Et oui, il a raison, il faut pas de bêtises. Ouais. Voilà, je dis pas de bêtises, les messieurs Exchange, ils sont là, donc pas de bêtises. Attention. À confirmer. Attention. Et au niveau du post client, si on n'utilise pas les templates, on a aussi le même type de personnalisation. On n'est pas obligé de prendre les templates, on peut aussi personnaliser les droits. Ouais, c'est vrai aussi. Hop. Et donc du coup, en fait, voilà, en fait, le destinataire, donc, quand il va recevoir cette information, il va pouvoir donc faire ce que le template va lui dire de faire. Donc par exemple, je vais vous montrer, en fait, là, ce que je vais faire, juste, je vais revenir en fait sur cette page parce que finalement, je ne vais pas le créer. Et on va revenir en fait ici dans mes templates, dans mon AOS test. En fait, j'avais créé un template prédéfiniment. Et donc en fait, vous voyez ici, donc j'ai mis en fait des utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur Brice, il peut regarder le contenu. Ça c'est un autre utilisateur. Un autre utilisateur en fait, il va pouvoir, en fait, il est co-owner, donc là il va pouvoir lire, écrire, il va pouvoir également forwarder, il va pouvoir saver, etc. Et j'ai mis ces là en fait en vue ouverte. Donc lui en fait, il va pouvoir juste regarder le document, enfin soit le document, soit le mail. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail ici. Là, je vais envoyer un mail donc à ces là comme ceci. Vous l'appelez test template comme ça. Donc comment ça se présente l'interface au niveau du webmail? En fait, une fois que votre RMS est activé, vous allez avoir en fait une petite particularité qui va s'appeler en fait définir des autorisations. Et en fait là, les templates que vous avez créés dans Azure vont en fait remonter directement au niveau de votre Exchange. Et donc là, au niveau de votre client, vous allez pouvoir donc choisir les restrictions que vous voulez imposer au niveau du mail, lors de l'envoi. D'accord? Par exemple, donc là, comme je disais, je vais prendre le template AOS test, et donc là, directement. Donc là, il va me dire, regardez, il va me dire le premier machin. En gros, c'est le propriétaire, parce que c'est lui qui définit la permission, forcément. Donc lui, il aura tous les droits. Donc Brice, il aura tous les droits. Par contre, ces là lui, il aura le droit que de lire ce test template. Ok? Donc si je fais envoyer, bon, j'espère que le Wi-Fi, par contre, marche bien, parce que j'ai l'impression que, je sais pas s'il est parti. Voilà, c'est bon, il est parti. Et vous voyez, en fait, quand les mails, en fait, ils sont chiffrés, vous voyez un petit icône ici, là. Vous voyez là, le truc rouge. En gros, en fait, ça veut dire que le mail est chiffré avec Azure RMS. Donc là, si je vais dans mon client, regardez, je viens de le recevoir, ici. Hop. Et donc là, je vais juste vous montrer quand même, ce sera plus simple comme ça. Voilà.
là, je viens de recevoir ce beau message, test template, d'accord? Donc l'utilisateur final, parce que c'est bien d'avoir aussi l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir lui en fait? Donc il va ouvrir son mail, il va voir un petit panneau ici, et donc là il va voir Azure Template. Et donc en fait ici, si on vient ici, on va faire afficher les autorisations, et on va voir un petit peu les droits qu'on peut avoir. En fait, vous voyez que je peux juste afficher, je peux répondre et répondre à tous, et rien d'autre. Parce que forcément, répondre, ce sera que au destinataire, enfin, que à l'envoyeur qui m'a envoyé le message. Et si par exemple j'essaye, je sais pas moi, de faire un clic droit, regardez, je peux rien faire. Je peux pas non plus, ici, je peux pas faire transférer, je peux absolument rien faire. Et si j'essaie de prendre une capture d'écran, par exemple, regardez, voilà. Regardez, si je fais ça, regardez ce qu'il va me dire, voilà, je peux pas, c'est pas possible. Après, effectivement, l'utilisateur il me fait, bah oui, mais si quelqu'un prend une photo, bah oui, mais bon, là... oui, forcément, oui, on peut prendre une photo, si je suis derrière vous, oui, je peux prendre une photo, effectivement. Mais vous voyez bien que, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même Greenshot, donc c'est-à-dire que c'est pas un outil Microsoft, c'est aussi un outil tierce qui peut également détecter et donc fermer l'accès. Avec un client mail autre, style mail sur macOS par exemple, est-ce qu'on est... Vous avez la possibilité, je en parlerai après, des trucs... Toujours ouais. Ah oui, parce que c'est dans les slides en fait, c'est pour ça. Donc du coup, si je dis tout, il va falloir le dire après. Mais j'en parlerai après, pas de souci. Et effectivement, la partie Mac est prise en compte. Donc pas de souci. Donc là, vous voyez, hein, donc, le mec, il va essayer de prendre une capture d'écran, il ne pourra pas. Et je ne peux pas imprimer non plus. Hein. Donc là, CTRL-P, je ne peux pas. En fait, si je vais dans le fichier, j'ai rien, quoi. J'ai absolument rien, je ne peux pas enregistrer, je ne peux rien faire. Parce que là, c'est pareil. Voilà. Il y avait une petite icône usage track, c'est quoi? Pardon? Ouais. Ça, c'est le track usage, en fait, c'est pour traquer les documents. C'est-à-dire, je vous envoie un document à vous, d'accord? Et j'ai envie de savoir quand est-ce que vous allez l'ouvrir et si vous l'avez envoyé à quelqu'un d'autre. Effectivement, en fait, chez Rinaps, ça va pouvoir en fait, de le traquer avec une interface en fait qui est super jolie d'ailleurs. Et je vous montrerai après où le télécharger, comment le tester, etc. Si on a activé l'abonnement Azure, oui, bien sûr, il faut l'abonnement adéquat, bien entendu. Sinon, on a un lien et qui ne marche pas. Si on a, en version de base, on peut crypter, mais on n'a pas les suites. C'est intégré avec Windows Information Protection. Mais c'est ça en fait, parce qu'en fait ça a changé, le nom il a un peu changé. Ils n'arrêtent pas de changer. Parce qu'avant il s'appelait, par exemple sur mobile il s'appelait RMS Client. Maintenant il s'appelle AIP, donc Azure Information Protection. Ok, donc ils vont intégrer sur Windows la partie Windows. Parce que dans Windows avant il y avait EDP, Enterprise Data Protection, tu sais, qui permet de séparer les données personnelles des données privées. Et j'avais vu une démo que, en fait, quand tu essayes de déplacer un fichier ou tu essayes de déplacer quelque chose, du professionnel vers le personnel où tu essayes de synchroniser, il y avait RMS qui était intégré qui bloquait ça. Oui, mais ça c'est de la DRMS, c'est au niveau Promises, voilà. Ça effectivement oui, mais là c'est vraiment de l'Azure. Et de l'Azure, on ne peut pas faire ça. C'est une question. Bien sûr que si, on peut. C'est juste que c'est pas la même infra et c'est pas la même démarche pour la mise en place. Et surtout, c'est pas les mêmes prérequis aussi, forcément. Donc, je vais juste avancer parce que je vais pas être en retard. J'arrive pas. Hop. Donc là, comme je vous le disais, hein, donc la création de templates de manière personnalisée, etc. Donc au niveau du déploiement, là c'est important, enfin c'est intéressant, c'est comment mettre en place cette infra. En fait, vous avez deux grands types de déploiement. Vous avez soit le type donc Folk Cloud, vous êtes sur Exchange Online directement, vous êtes sur Azure AD directement, vous avez de l'Office 365 directement, vous avez de l'Azure AD, c'est parfait. On peut faire de l'Azure RMS, parce qu'en fait votre utilisateur, lui, va se connecter avec son compte Office 365 et bing, les templates vont en descendre directement. Ou alors vous avez le scénario hybride. En général, ce qui est utilisé dans les grosses entreprises aujourd'hui, en fait, c'est parce que vous avez un AD local, donc vous allez donc synchroniser dans Azure AD, et vous avez de l'Exchange Server on-premises, et vous allez pouvoir en fait donc faire une infrastructure avec Azure RMS, avec ce qu'on appelle des RMS connecteurs, dont je vais parler normalement la slide suivante. Après, non. Au niveau des abonnements, comme je vous le disais en fait, vous avez l'entreprise, éducation, secteur public, hein, donc E5, etc. Après, un truc qui est important aussi, vous l'aviez en fait sur la partie EMS, entreprise mobilité suite, puisqu'en fait cette suite-là propose plusieurs choses, hein, notamment Microsoft ATA, etc. Et vous avez cette partie qui est intéressante, c'est RMS for individual, et la partie aussi
RMS, Management Premium, mais vous avez deux cas, vous avez le P1 et le P2 je crois. Maintenant ça a changé un peu, et ça arrête tellement de pas changer que je vous avoue que cette partie-là, en tout cas, ceux-là effectivement, si vous avez le 3 par exemple, nous c'est ce qu'on a par exemple pour les MDP, on a le 3, ça fonctionne très bien, vous avez donc la possibilité donc, d'avoir RMS au sein de votre système d'information avec ce type d'abonnement. Au niveau donc, de la gestion des identités, là pareil, deux architectures qui s'offrent à vous, comme je le disais. Soit vous avez... Génial. Soit vous avez donc l'Azure AD classique. Par exemple, moi j'ai eu des petites PME, en fait, ils ont directement de l'Azure AD, et puis ils font ça très bien, avec les templates de base, et ça marche même très très bien. Et vous avez soit des scénarios hybrides, donc avec votre AD Connect, vous allez synchroniser votre identité vers le cloud, et en général, les grosses boîtes ne veulent pas synchroniser les mots de passe, donc vous avez la partie fédération d'identité, donc vous savez, si vous avez de la DFS, en tout cas, chez mon client, c'est ce qu'on a fait, hein. Tout simplement, donc on a la partie AD qui est en premises, la synchronisation de l'identité et la partie ADFS pour la fédération, et puis l'Azure RMS, et puis voilà. Et ça fonctionne très très bien. Au niveau des clients et devices qui sont gérés, donc vous avez du Windows 7, Windows 8, Windows 10 forcément, macOS version mini, donc la 18, et vous avez au niveau de la partie mobile, hein, donc iPad, Windows Phone, Android, etc. qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir consommer l'information en fait, chiffrée. Si je vous envoie un document, Word, etc. Parce qu'en fait, vous avez vu les applications Office mobile, c'est pas la même chose que sur un vrai PC. En fait, ils vont pouvoir en fait également consommer donc l'information qui est chiffrée. Donc au niveau des applications, au niveau donc pour être RMS Aware comme on dit, ça supporte donc l'Office Pro Plus 2010, enfin plus supporté normalement, mais si vous voulez ça fonctionne, mais plus supporté. Donc du coup, l'officiel c'est le 2013 ou le 2016 si vous avez. En général, on est plus sur du 2013, enfin, chez les clients, je ne sais pas vous. Mais en tout cas 2010, d'après l'info que j'ai eue, c'est qu'il n'est plus supporté sur cette partie-là. Comme je vous le disais chez Linapse, donc en fait c'est un, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un plugin qui vient en plus, qui va vous permettre, donc pareil en fait, lui aussi il va pouvoir vous aider à chiffrer, à partager les documents, parce qu'il aura une interface en plus, vous allez voir c'est assez sympa, et il va vous permettre de faire du tracking, du monitoring, etc. Donc là je peux vous montrer là, par exemple en fait, si je viens ici, par exemple, en fait, quand vous l'installez, vous avez ce qu'on appelle un petit truc qui s'appelle Protect with RMS, ici directement. Et en fait, là, Protect une place, et vous allez pouvoir, en fait, donc ici, Custom Permission, un peu long. C'est une interface classique. Donc là, il va vous demander de vous authentifier, parce que forcément, j'étais pas authentifié. Je vais prendre le place. Donc là, en fait, voilà, vous allez pouvoir lui dire des permissions au niveau de ce que vous voulez comme chiffrement. Là, vous allez pouvoir spécifier, par exemple, si vous l'envoyez soit à un utilisateur que vous connaissez dans votre boîte, soit à un utilisateur en fait distinct. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir également spécifier donc l'expiration du chiffrement. Et surtout, en fait, là, regardez, en fait, là, donc, ce qui est intéressant, donc, c'est le tracking. Donc, il va vous envoyer un mail directement quand le mec, enfin, le destinataire, a ouvert le document. Parce qu'en fait, quand il va l'ouvrir, si vous voulez, en fait, il y a la connexion qui se fait vers Azure, etc. Donc là, il va savoir en fait que directement, il a été consommé. Et ça, c'est pareil, hein, ça marche très très bien. Une entreprise sur du gros volume, parce qu'effectivement, on le fait une fois, bon, ça marche, mais là, sur du gros volume, donc sur plus de 40 000 utilisateurs qui ouvrent des documents tous les jours, chiffrés, déchiffrés, etc., ça marche très très bien. Si un utilisateur qui n'a pas les droits et essaye d'accéder aux documents, on est capable de le traquer aussi?
Bonne question. Oui, par contre, pas sur Synapse, sur Azure, effectivement, vous avez une partie, je vais vous le montrer, partie rapport, il va vous le dire. En fait, il va vous sortir le taux d'échec et de réussite, et surtout, là, vous allez voir qu'il n'avait pas le droit, etc. Mais par contre, sur Synapse, il ne le fait pas. Lui, il le fait que quand, en fait, c'est ouvert, et vous allez voir, en fait, qui l'a ouvert, qui l'a consommé, et il vous fait même une map, etc. Je ne sais pas si tu l'as vu, Thierry, la map du monde, etc. Ouais, voilà, c'est vachement sympa. Donc au niveau, comme je vous le disais, des RMS Collector, donc si vous avez envie en fait de faire une infra un peu compliquée, comment ça fonctionne en fait? Donc vous avez votre Active Directory, vous avez votre Azure AD, donc là vous connaissez, je pense, vous avez votre synchronisation classique, vous avez votre partie ADFS avec le DFS proxy, etc. Donc là c'est un serveur, mais vous imaginez bien que vous avez toute la ferme ADFS qui va bien. Et vous avez donc le parti Azure White Management, donc le service qui est activé dans Azure. Et en fait, donc, qui va se connecter à vos deux RMS Connectors. Vos deux RMS Connectors, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un proxy entre vos serveurs Exchange on-premises et votre RMS service dans le cloud. En fait, donc, quand vous allez avoir en fait une architecture comme ça va vous permettre en fait de gérer les services on-premises avec Azure, avec le RMS Connector. Et donc, le RMS Connector, en fait, il gère trois. Je ne sais pas si je l'ai dans la prochaine slide ou pas. Voilà, en fait, pardon ouais. Il gère en fait si vous voulez, trois composantes dans cette information. Il va gérer la messagerie, donc de 2010 à 2013 et 2016, qui sont supportés aujourd'hui. Il va gérer les SharePoint serveurs aussi. C'est-à-dire que sur un SharePoint, sur un site, vous allez déposer un document. Je ne sais pas si vous utilisez cette fonctionnalité sur SharePoint. J'ai beaucoup de clients moi, qui l'utilisent, qui déposent des documents sur SharePoint. Et en fait, dès que vous allez créer une politique, dès que vous allez déposer un document, ce document sera automatiquement chiffré avec les templates que vous avez définis. D'accord? Donc ce qui permet d'avoir quand même une base documentaire qui est assez sécurisée. C'est des versions de promise. Oui, là, parce qu'en fait, il faut comprendre aussi ça, regardez. Ici, ça c'est des versions de premises en fait. C'est pour ça qu'il faut un RMS connecteur pour pouvoir faire le lien entre eux, qui sont chez vous, et l'Azure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni plus ni moins un proxy, en fait, tout simplement. Mais c'est bien de reposer la question, effectivement. Par contre, sur Pantolène, j'en sais rien, je pense pas. Je sais pas. Jamais utilisé, je connais pas. Voilà, mais je sais pas, j'ai bien anticipé, sincèrement, je sais pas. Chez Pantolène, puis jamais utilisé. Il le fait aussi, hein. Il le fait nativement, oui. Là, il le fait nativement. Là, on est obligé de mettre un connecteur. Voilà, c'est ça. Il faut avoir un E3 et avoir activé l'événement Azure RMS. Bien sûr, tout à fait. Là, par contre, oui. Premium pour avoir le suivi, avoir le... Et après, vous allez pouvoir forcément bénéficier de la même chose. C'est-à-dire que pareil, au niveau des serveurs de fichiers, c'est la même chose. À des RMS, ils pouvaient faire ça déjà. Mais vous avez également la possibilité de faire ça avec le serveur de fichiers. Donc 2012 R2 et 2012 pour l'instant. Serveur de fichiers, c'est intéressant quand on met la classification. Si on dit quand je mets un document dans le dossier confidentiel, on peut appliquer les stratégies d'office. Alors qu'en mode manuel, si j'ai pas le connecteur à la main, je peux aller pointer ce fichier et dire tiens, j'ai envie de le protéger. Exactement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu me parles de classification, c'est une très bonne transition parce que Microsoft en fait a racheté une boîte qui s'appelle Secure Island. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, cette boîte-là, elle permet aussi de faire de la classification au niveau des mails. C'est-à-dire que je vais envoyer un mail à Thierry, dire tiens, ma carte bleue c'est ça. Donc lui, il va comprendre que c'est une carte bleue parce qu'il va matcher. Il va automatiquement prendre mes templates RMS que je vous ai montré, en fait, et il va mettre la restriction en fonction du contenu que j'ai mis dans le mail. Voilà. C'est en gros de la data classification, tout simplement. Donc effectivement, maintenant il s'appelle, en fait, il s'appelait Secure Island, maintenant il s'appelle MSIP. Maintenant il a un autre nom, je crois justement, c'est AIP, c'est Azure Information Protection. C'est les ça, mêmes technos qui sont utilisés pour le Compliance Center, Security and Compliance Center de Office 365. Ouais, je pense. Exactement, oui. Qui détecte les numéros. C'est ça, carte bleue. Après, en plus, sur le menu, bon là je ne l'ai pas, mais sur le paramétrage, vous pouvez après spécifier ce que vous voulez. Hein. C'est effectivement carte bleue parce que c'est par défaut. Il vous le dit, carte bleue, IBAN, et machin comme ça. On peut l'en définir. Après, vous pouvez définir ce que vous voulez. Par exemple, si je mets Toto, j'ai fait le test, bah voilà, ça va ressortir en fonction du template que vous voulez. Les RMS Connector, ces serveurs-là, en fait, ils gèrent donc la version 2008R2, 2012-2008R2. Minimum 1 Go de RAM, bon ça, c'est Microsoft, hein, j'y crois pas trop une seconde, mais bon. Et pareil, bon là je vous ai mis les minimums, donc c'est les prérequis Microsoft. Donc un accès Internet forcément, parce qu'il faut qu'ils communiquent
avec... ça c'est important, hein, parce que, par exemple, moi chez mon client, pour avoir déjà des ouvertures de firewall, on attend 3 mois. Vous imaginez. Pour ouvrir un port, c'est 3 mois. Et oui, c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est très important de... Et là, pareil, là par contre, il y a une petite faute. J'ai oublié de... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'avais travaillé avec Microsoft pour pouvoir... Parce qu'en fait, ici, pour pouvoir autoriser la... Parce que j'imagine que dans une grosse boîte, vous avez des firewalls hein, entre les deux. Donc forcément, pour que ça passe, vous avez en fait donc le port 443 qui va passer. 80, vous oubliez. Et le souci, en fait, c'est qu'au début, on ne savait pas quel sens prendre. Donc en fait, on a fait du bidirectionnel. Après, on a fait un peu de paquet de tracert, etc. Et on a vu en fait également en fait, qu'il faut juste l'autoriser des serveurs Exchange vers le RMS connector. Tout simplement, parce que c'est les serveurs Exchange qui vont initier la connexion, parce que c'est eux qui vont envoyer le mail, tout simplement. Qui en fait, qui lui forcément qui est derrière un F5, donc un load balancer, qui vous l'envoyez directement ici, parce que le balancer, il reçoit juste le trafic. Donc là, du coup, c'est du 443, donc 80 oublié, bidirectionnel oublié. Je l'ai laissé pour bien montrer en fait un peu les différentes étapes que j'ai eu à faire pour mon projet. Donc au niveau de la mise en œuvre, comme je vous le disais en fait, donc vous l'activez en fait sur votre Office 365 et quand vous l'activez, vous avez la possibilité de joindre votre Azure à votre abonnement Office 365, comme j'ai fait moi en fait chez moi. Puis après, une fois que vous l'avez activé, bah vous avez la création de template. Là, vous faites ce que vous voulez en fonction de votre charte de votre entreprise. Par exemple, on peut créer un template corp confidentiel avec différentes instructions, corp strictly confidentiel, par exemple. La personne pourra juste lire et puis ouvrir le document, par exemple. Au niveau du chiffrement de documents, je ne vous ai pas montré, en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez donc un document ici, d'accord, là, test. Donc l'utilisateur a la possibilité, s'il a le DLP, donc si vous avez MSIP, enfin AIP maintenant, en fait vous allez avoir une barre ici, avec des boutons directement, vous allez pouvoir cliquer dessus, avec les noms des templates. Mais comme je n'ai pas de DLP, en fait ce que je fais, c'est que je vais aller dans Fichier, ici Information, Product Document, dans Restricted Access, et là regardez, je retrouve mes templates qui sont dans Azure. Directement. Et donc là, j'ai envie de dire, bah tiens, parce qu'en fait, il faut savoir que les templates qui s'appliquent sur le mail s'appliquent également sur le document. On est bien d'accord. Effectivement, les replays n'ont pas de sens sur un document. Vous allez me dire oui, forcément. Mais en fait, il va outrepasser ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le template, il se fait sur les deux, mais en fait, le document, enfin le Word, il va comprendre que le replay, il s'en fout. Par contre, la lecture, ou le print, ou le save, etc., là, il va comprendre. Voilà, c'est exactement ça. Il s'adapte en fait au format ou au contenu. Soit c'est un mail, soit c'est un... Voilà. C'est exactement ça. Et donc là, bah, je vais pouvoir donc soit lui dire bah, j'ai pas envie de mettre un accès, donc c'est libre, soit je fais les templates que j'ai définis ici, par exemple. Là par exemple, si je choisis là vous voyez en fait, donc directement l'utilisateur, il va voir. Donc là j'ai oui parce que je suis propriétaire, on est d'accord. Mais quand je vais l'envoyer à quelqu'un, bah forcément en fait il va... Voilà, tout simplement. Et donc vous avez également, comme j'ai installé chez Rinaps, vous l'avez ici aussi en fait, directement. Vous pouvez également faire ça. Alors je sais pas si mon trace celui-là il marche pas. Ben on va le voir si... parce que chez mon client ça marchait, mais je sais pas si moi je l'ai activé ou pas. On va voir. Ah bah voilà, regardez. Justement, c'est très bonne... Parce qu'en fait voilà, il faut avoir le premium. Et comme moi je l'ai pas, tout simplement, il vous dit ça en fait. Et effectivement, si je l'avais, bah, vous allez avoir une jolie carte avec plein de machins et tout. Bon, ça fait plaisir pour les décideurs, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc, ah oui, ça aussi, c'est important, parce que du coup, on n'est pas... Donc, au niveau de la création de template, en fait, quand vous le créez, quand vous avez défini les droits, après vous avez en fait quelque chose qui est important. C'est donc la notion de scope, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, c'est en fonction des utilisateurs, ils vont pouvoir avoir en fait un template ou un autre template. Il faut savoir que la notion de scope sur le webmail elle ne fonctionne pas. Donc du coup, c'est vrai que si vous avez du webmail et du local, il ne faut pas utiliser le scope parce que finalement les utilisateurs ils vont pas comprendre quand ils vont passer sur le webmail, ils vont voir tous les templates, ils vont pas comprendre. Ça c'est très très
Ça a été un point bloquant, ça nous a bloqué 3 mois de projet quand même sur le truc là. Donc du coup il faut... En tout cas pour l'instant c'est pas supporté, ça va venir. Quand, ça j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne pas. Et vous avez la partie configure qui est intéressante, parce que quand vous créez un template, par défaut il est désactivé forcément, donc il faut le publier donc pour qu'il se voit dans la partie Azure. Et vous avez la possibilité de gérer le offline access comme je vous parlais tout à l'heure. Vous avez possibilité également de définir par exemple des jours. Par exemple, vous voyez en fait que par exemple, le document je vous le donne, il sera valide pendant 7 jours par exemple. Au bout de 7 jours, le 8e jour, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que... Sans connexion, c'est ça. Pardon? Au bout de 7 Oui, jours, sans connexion. Quand vous n'avez pas de connexion internet. Par exemple, bah ça, effectivement, c'est une bonne politique parce qu'on se dit s'il n'y a pas de connexion internet, etc., on peut restreindre le truc à par exemple à 3 ou 4 jours, en fonction de notre politique. Hein, là, après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Il n'y a pas de réponse, oui, directement logique. Mais en tout cas, on peut gérer ça également. Il n'y a pas de notion de brouillon dans les templates. C'est-à-dire Non. qu'on ne peut pas générer un template pour le tester, pour voir effectivement si les droits que j'ai appliqués vont correspondre bien au cas pratique. C'est-à-dire que je peux pas lancer un pilote avec un faux... j'ai envie de vous dire, le pilote, vous le faites dans le lab, en fait. Vous avez toujours un environnement de lab, et vous allez pouvoir... Après, effectivement, quand vous créez vos templates, en fait, vous savez que quand vous mettez le droit à lire, bah, c'est lire. Vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Non, mais c'est pour les cas lire, ouvrir, etc. Bah, c'est des cas simples. Après, peut-être que dans... Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, quand on commence à être plus granulaire, forcément, Voilà. bah, on peut manquer quelque chose. Bah, j'ai envie de vous dire, en fait, cette partie-là, il n'y a pas de brouillon template. Par contre, normalement, vous avez un lab. Enfin, si vous suivez la partie, les bonnes pratiques, normalement, vous avez un lab pour ça. Et une fois que vous avez validé dans le lab, oui, bien sûr. Bah, moi, je vous apporte un élément de réponse selon l'expérience. Après, effectivement, non, il n'y a pas de notion de brouillon template. Ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu, effectivement. Il y a une notion de publication. Mais non, il n'y en a pas. Donc, une fois que c'est publié, bah, vous faites save et puis le template est publié. Donc effectivement, on vient ici. Vous avez un module PowerShell aussi, donc qui va vous permettre de gérer toute cette partie-là. Hein. Vous allez pouvoir créer des templates, chiffrer des documents. La partie par exemple pour faire du bioc se fait qu'en PowerShell par exemple. Vous avez plein de choses qui se font qu'en PowerShell. Donc voilà, je vous invite à télécharger. Par contre, la version de PowerShell pour AD Azure, ils sont un petit peu à la ramasse, non dans le sens où il y a 2 versions, je crois. Il y a version 1, version 2 sur... non, on est à la version 1 et... 1.140. Je sais plus, ouais, enfin oui, la 1.100 quelques. La deuxième version, elle comporte moins de commandes que la première. Ah non, mais là en fait, non, là, si vous avez juste un Work Management Tool, en fait, c'est un module que vous téléchargez sur votre PowerShell directement. D'accord? Tout simplement. Et en fait, regardez, après, une fois que je l'ai téléchargé. Dans le module non. AD, Azure, je sais pas quoi. Là, vous le téléchargez, une fois que vous l'avez téléchargé, donc j'ai déjà fait le truc. En fait, quand vous faites get commande à tirer module, donc c'est un module ADRM. Et en fait, bah là, vous avez toute la partie, voilà, vous avez tout votre truc en fait ici. Et ça, c'est mon PowerShell de base, hein, de Windows 10, le classique. J'importe juste un module en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a l'AD Azure PowerShell Management. Oui, aussi, vous avez ça aussi. Ouais, mais ça, on s'en sert pas parce que ça, c'est pour gérer la partie identité. Oui, je pensais justement voilà. que. Non. Ça, c'est vraiment à part pour la partie ADRM en fait. ADRM, tout simplement. Pour gérer les templates, pour gérer les clés, pour révoquer les droits, pour faire le super user aussi, qui est super important. Le super user, c'est quelqu'un en fait qui va pouvoir déchiffrer tous les documents, tous les mails de la boîte. Ça, c'est pareil, au point de vue légal, on est obligé de l'avoir, ça. Et oui, parce que si vous ne l'avez pas, c'est faute grave, c'est compliqué. Donc là, obligé d'avoir un super user aussi. Donc là, pareil, la partie feature user peut se faire aussi que en PowerShell. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font en PowerShell et en graphique, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est vachement limité. Les logs et monitoring côté administrateur se font là. Exactement. Il y a la possibilité en fait de créer tu fais un get log machin, tu mets la date, et puis en fait après ça vous sort un fichier avec toute la partie log, etc. Donc là, la partie pour télécharger Sherinapps, je vous l'ai mis en fait, c'est portaleder.com. Et là vous avez, regardez comme ici, comme je vous le disais, le Sherinapps, vous avez plusieurs systèmes, hein, donc, Windows, Mac et la partie mobile. Par
iPhone, Android et Windows Phone. Donc par exemple, si j'ai un Sharing Apps sur mon Windows Phone, j'envoie un document à partir d'ici, je vais pouvoir le consommer, l'ouvrir et le déchiffrer. Forcément, à condition que je sois connecté avec le compte qui a le droit de lire. Voilà, qu'on soit bien. Et donc du coup, comme je vous le disais, hein, votre utilisateur se connecte avec son compte Office 365, donc là il est connecté. Et comme j'ai fait ici sur la partie Sharing Apps, j'ai été un peu au levant, mais voilà, il va pouvoir donc chiffrer en fonction des différentes plateformes ici. Il va pouvoir envoyer soit un mail, soit donc un document chiffré, ou alors un mail tout seul, en fait, ça dépend ce qu'il veut faire. Et vous avez donc la partie device en fait qui est prise, donc, Windows, Windows Phone, mobile, etc. Donc au niveau du mail, c'est pareil, comme je vous l'ai montré. Voilà, chiffrement de mail plus document. Au niveau du document, comme je vous l'ai montré aussi. Au niveau donc, du troubleshooting, comme je vous le disais, en fait, vous avez la partie rapport dans Azure. Donc là, vous allez voir en fait, si vous voulez, en fait, il vous fait quelques stats en fait sur la consommation, sur ce qui se passe en fait au niveau de votre outil. Combien il a été consommé, combien a été chiffré, combien a été déchiffré, etc. Ça c'est bon, on n'a pas trop le temps de voir, mais c'est super intéressant de le voir. On peut le générer en PowerShell, soit on peut le voir sur l'interface graphique. Mais bon, quand il me reste une minute, bon, je vais essayer d'y aller rapidement. Et donc là, du coup, juste un truc qui est important, c'est quand vous créez un template, par exemple, vous êtes en production, là, très bien et tout, vous avez 3 templates, vous en créez un autre, un 4e. Il faut savoir qu'il met 7 jours par défaut pour descendre sur le poste. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est by design, c'est 7 jours. Effectivement, vous avez la possibilité de forcer ça, heureusement. Donc, en fait, en effaçant une clé de registre, la forcer, en fait, et donc le template va descendre automatiquement sur la partie clé. C'est comme ça, en fait, ça a toujours été comme ça par défaut. Par contre, également, vous pouvez faire ce qu'on appelle une task schedule. Rien ne vous empêche de faire une task schedule qui va détecter que vous avez créé un nouveau template, et donc, à chaque fois, elle va refresher, et bien, votre template va descendre automatiquement. Vous avez la possibilité également de copier les templates, donc si vous avez un template, vous allez pouvoir le copier et le dupliquer, et importer et exporter également. Si vous avez envie, vous avez des templates assez, par exemple, assez difficiles au niveau de la granularité, vous n'avez pas envie de vous tromper, donc vous pouvez exporter, importer ou exporter, etc. Et donc, comme je vous le disais, quelqu'un de PowerShell, donc un get ADR configuration, en fait, voilà, il vous donne en fait toutes les infos de votre RMS. Donc là, on peut le faire là vite fait. C'est pas grave si on a... Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner mes URL qui sont super importantes. C'est les URL points. En fait, ça, c'est les URL en fait, de mon tenant. Ici. Il va me dire en fait que votre tracking, vous voyez en fait ici par exemple il est enablé, le tracking des documents, mais comme j'ai pas le bon, si vous voulez, comme j'ai pas le bon abonnement, j'ai pas le premium en fait, je peux pas les traquer. Et je peux également faire un get-ad template. Je peux également voir donc mes templates ici. Il va me les afficher avec un GUID. Regardez ici. Ça c'est tous les templates que j'ai définis en fait dans mon Azure. Voilà, donc vous avez plusieurs commandes. De toute façon, quand vous faites si je reviens ici, ici en fait vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Il suffit de regarder, être un peu curieux et puis voir un petit peu ce qui se fait. Donc un outil qui est important aussi, qui est très intéressant, il s'appelle donc RMS Analyzer. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de troubleshooter votre infra. Donc en fait, quand vous allez l'installer, soit vous vous mettez du point de vue Azure RMS User, donc là du coup c'est l'utilisateur qui va tester ses fonctionnalités, qui va lui dire tiens oui, tu as accès à tous les machins, à tout RMS, tous les templates, etc. Soit Azure RMS Admin à faire sur les RMS Connector, sur les serveurs, et là en fait il va checker la partie Exchange, si elle est bonne, si la connexion est bonne, il va checker la partie Azure, etc. Donc ça c'est un bon outil de troubleshooting. Donc si vous avez par exemple des trucs qui ne fonctionnent pas, Microsoft, tout ce qu'elle va vous demander en premier, c'est ça. Vous l'avez utilisé? Ouais, j'ai déjà utilisé, ouais. Ça marche très très bien parce qu'en fait il vous donne il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, vraiment. Et quand vous l'envoyez à Microsoft, en général, eux ils regardent les logs, ah ben le problème est là. En tout cas, ça marche très très bien. Donc au niveau du transport, comme je vous le disais, juste pour finir,
finir. Vous me confirmez si je dis pas des bêtises, messieurs Exchange. Mais en fait, sur la partie Exchange Online ici, en fait, vous allez pouvoir la possibilité. Ici, en fait, je crée donc une rules, d'accord, qui va s'appeler par exemple test. Et je vais dire en fait que, par exemple, l'utilisateur, c'est une personne. Par exemple ici. Et donc ici, je vais choisir, voilà, par exemple, AOS test. En gros, en fait, là, qu'est-ce que je fais, c'est que tous les mails qui sont envoyés par Cefala seront chiffrés avec le template AOS test, par exemple. On peut effectivement avoir d'autres scénarios, etc. Voilà, mais c'est pour vous dire que c'était possible de le faire. Bon, ça, par contre, en production, c'est... en tout cas, il faut éviter. Hein. Moi, d'après ce que j'ai compris, les administrateurs Exchange n'étaient pas trop d'accord par rapport à ça. Donc, du coup, ils voulaient plus... Donc, en fait, ils voulaient plus sensibiliser les utilisateurs à chiffrer leurs emails à la volée. Voilà. Exactement. Plutôt qu'imposer une règle Exactement. générale à C'est pourquoi ça ralentit trop le système. Ouais, Ça charge trop le. Apparemment, effectivement, j'ai eu un PFE. Ça pourrait... Parce que là, si vous avez 40 000 ou 50 000 boîtes à lettres, apparemment, ça pourrait ralentir un petit peu ça peut nuire un peu au niveau de l'activité du serveur Exchange. Apparemment. Après, je suis pas un spécialiste Exchange, donc je ne sais pas. Souvent, c'est parce qu'on le fait entre groupes, entre plusieurs groupes, par exemple la compta, si j'envoie la finance, etc. Il y a des flux qu'on veut protéger. Donc c'est de groupe à groupe. Le problème sur Exchange, c'est qu'on a vite fait d'envoyer à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de lire le contenu. Enfin, Si on a les droits de. il n'y a pas les droits. S'il ne fait pas partie du groupe, en fait, on lui a appliqué une règle qui ne sera pas utilisée. Voilà, donc c'est terminé. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Merci à toi. Puis je remercie de partager. Ok, pas de souci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, vous avez besoin d'un feedback terrain sur ce projet-là, parce que j'en ai monté un tout frais, et qui est en production, donc je suis content. Sur les applis qui ne sont pas supportées, je sais pas, moi j'ai un client mail autre que Microsoft. Allez, on prend exemple, vous avez un Lotus. Par exemple, ça se comporte comment? Ça marche pas. Et je ne pas le mail, Non, ça marche pas, parce qu'il n'est pas RMS Aware. Si vous voulez, il n'a pas les bonnes API, il n'a pas les